c'est vrai que c'est un sujet fondamental et important. Le financement de la télévision, de service public, c'est aussi montrer la confiance que les auditeurs et les auditrices ont envers leur télévision, l'affirmer qu'elle doit exister, qu'elle est importante. Je vais juste revenir en 2 mots sur l'exemple de la Suisse. Donc, il y a 3 ans, en 2018, il y avait eu une initiative populaire menée par un parti populiste pour supprimer la redevance, qui a été balayée assez largement, mais la télévision a eu très très peur. Mais bon, voilà, les votations publiques ont fait que la télévision et la nécessité de la télévision est revenue au devant de la scène, et c'était un signal fort, et je pense que c'est un signal fort pour toutes les télévisions publiques européennes, de dire les électeurs d'un pays ont décidé que oui, ils croyaient en leur télévision de service public, qu'elle était importante et qu'ils voulaient la financer en payant une redevance. Donc ça, je pense que c'est un point important. Voilà, et donc je vais laisser maintenant la parole à Emmanuel Tourpe, parce que je pense que Arte a eu un bond dans ces dernières années au niveau du numérique, qu'elle a vraiment été un moteur et un exemple au niveau du tournant numérique, et que je crois qu'il y a une part de marché qui a été gagnée. Oui, et je vais prendre la parole d'abord de manière extrêmement modeste à 2 titres. La première raison, c'est que comme j'ai beaucoup travaillé à la RTBF pendant presque 20 ans, je connais de l'intérieur les difficultés de la RTBF. Et donc, ça me permet d'être aussi dans une connaissance de l'univers pratique de la RTBF, de ses contraintes d'audience, de ses contraintes parfois publicitaires, des énormes efforts qui ont été fournis, et surtout de l'admiration, qui est peut-être mal connue d'ailleurs en Belgique, de l'admiration que la RTBF est capable de faire rayonner d'elle-même au niveau européen. Vous devez savoir que quand on met la carte RTBF, que ce soit au niveau de l'UER, que ce soit au niveau des médias francophones publics, que ce soit même au niveau d'Arte, parce que la RTBF est un collaborateur d'Arte, je pense qu'il est peu connu en Belgique le fait que la RTBF est considérée comme un exemple aujourd'hui dans les médias audiovisuels du service public. C'est pour ça que je parlais avec énormément de modestie du fait de ma connaissance des difficultés internes de la RTBF et surtout de la réussite et des réussites de la RTBF qui sont souvent mal connues. Donc, je ne serai certainement pas en donneur de leçons, loin de là, et je serai très modeste dans ce que j'aurai à dire. Deuxième chose, c'est que comme vous avez à peu près tout dit, il me reste peut-être à regarder dans le coin du rétroviseur peut-être quelques éléments que vous n'avez peut-être pas cités et qui, moi, me paraissent aujourd'hui aussi éclairer d'abord la situation dans laquelle on se trouve. Je vais donc citer quelques éléments en plus de tout ce que vous avez dit sur la plateformisation. Voilà. Il me semble peut-être que je pourrais pointer 3-4 choses qui mériteraient d'être mises en lumière de manière peut-être plus particulière. D'abord, un élément qui n'a pas été cité, c'est que quand on parle du numérique, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas, le numérique. Le numérique, ce n'est pas un concept univoque. Ce n'est pas quelque chose qui existerait comme un état de choses. C'est faux. Il y a des numériques. Aujourd'hui, quand vous êtes sur du stream sur votre télévision en HbbTV, vous êtes en numérique. Quand vous regardez via YouTube un programme, vous êtes en numérique, et ce n'est pas le même numérique. Quand vous êtes en train de diffuser une émission de 3-4 heures sur Twitch d'information, ou que vous êtes candidat à la présidentielle, que vous êtes sur Twitch, vous êtes sur un autre mode de numérique. Quand aujourd'hui vous êtes sur TikTok, c'est encore un autre numérique. Il y a au moins 4 types de numérique qui existent, qu'il ne faut pas confondre, et surtout, et c'est le premier point que je voudrais mettre ici peut-être sur la table, qui suppose quelque chose vis-à-vis de quoi l'univers de la production n'est pas encore tout à fait peut-être encore conscient de ce qui se produit, c'est que ces multiples modes d'existence dans les numériques supposent des publics qui sont différents et des écritures qui sont totalement spécifiques. On ne produit pas aujourd'hui pour TikTok sur des formats de 30 secondes à 1 minute, comme on produit sur Twitch. Twitch, par exemple, ne supporte pas des émissions de moins de 3 heures. Évidemment, ce n'est pas les mêmes types de formats, ce n'est pas les mêmes types d'écriture, ce n'est même pas les modes de narration, ce n'est même pas les modes même publics, et ce n'est même pas les mêmes motivations publiques. Autrement dit, c'est peut-être le premier point qui était un peu dans l'angle et que je voudrais mettre sur la table. On n'est pas aujourd'hui dans une situation dans laquelle on aurait la télévision traditionnelle et il faut quand même bien faire un peu de numérique. Ce n'est pas du tout la situation. La situation, c'est quelque chose de radicalement différent. Un univers dans lequel la télévision et la radio existent et continueront à exister sur des motivations de public, notamment relationnelles, d'accompagnement,
tout un tas de publics continueront à regarder les programmes de télévision et les programmes de radio comme aujourd'hui, même s'ils vont diminuer dans le temps. Mais surtout, on a cette multiplication des usages, cette multiplication des numériques, cette multiplication des écritures. Et là-dessus, il faut bien dire que parfois, entre ce que nous constatons dans ces motivations, dans ces usages, et la réalité de la maturation des modes de production, des modes d'écriture et des modes de distribution, il y a un retard qui devient urgent, mais vraiment urgent, de rattraper. Le deuxième point qui était un peu dans l'angle aussi et que je voudrais un peu mettre ici devant, et dont on a peut-être peu parlé, on a beaucoup parlé de concentration des pouvoirs, notamment en France. Vous avez parlé de ce qui se passe avec Russell, vous avez peu parlé de ce qui se passe avec Orange en Belgique, qui a repris évidemment vous, mais il se passe un autre phénomène de concentration qui se double d'un phénomène de désintermédiation. Je veux dire quoi? Ce qui se produit en France et ce qui se produit dans beaucoup de pays, c'est que les producteurs se rassemblent. Il y a une agrégation des producteurs au sein de méga groupes de production qui ont tendance aujourd'hui à se passer des agrégateurs, c'est-à-dire à se passer des chaînes. Et là, il y a quelque chose pour la RTBF qui doit être mis sur la table. Comment un agrégateur majeur comme la RTBF peut exister dans un univers de désintermédiation entre les talents d'un côté et les producteurs qui ont tendance à se regrouper, et des plateformes qui viennent directement à la source pour récupérer ces talents et ces productions. Et là, il y a quelque chose qui doit être adressé dans le contrat de gestion de la RTBF. Quel est aujourd'hui le rôle d'un agrégateur? Quel est le rôle aujourd'hui d'une chaîne dans un univers où les chaînes risquent d'être bypassées directement par les plateformes? J'y viendrai tout à l'heure. Un troisième élément qui était peut-être un peu aussi dans le rétroviseur tout à l'heure, c'est la question des droits. Il n'est plus possible de penser aujourd'hui un univers de droit qui soit un univers de droit exclusif. Ça n'existe plus. Et cette mobilité des droits, c'est-à-dire d'être capable de penser des droits pour une exclusivité sur tel type de plateforme, ou une exclusivité sur tel autre, ou une non-exclusivité, c'est quelque chose qui est en train de tout faire changer dans le monde des droits et qu'on est à peine en train de commencer à observer. Qu'est-ce que ça veut dire pour un agrégateur majeur et un distributeur majeur comme la RTBF que se trouver dans un univers où posséder les droits exclusivement, eh bien, ça ne se fait plus. Qu'est-ce que ça veut dire dans un univers où la RTBF a été très préservée de ce qui se produit en France, c'est-à-dire la loi TASCA, qui donne beaucoup aux producteurs et qui donne un peu aux chaînes? Dans l'univers belge, la chaîne a beaucoup. Et ça produit une relation relativement asymétrique. Ça doit être questionné parce que la chaîne ne peut pas non plus se retrouver dans un univers futur dans lequel elle est complètement dépouillée de tout. On ne peut pas se retrouver passer de Charib, où la RTBF a beaucoup, à Scylla, où elle n'a plus rien. Et ça doit être absolument questionné. Alors, dans ces questions-là, moi, je vous proposerais aller très rapidement, peut-être trois réflexions. Une qui est technologique, celle que vous me posez depuis tout à l'heure. Une qui est plus sémantique, c'est-à-dire quel sens et quelle légitimité pour le service public, ce qui est interrogé depuis tout à l'heure. Et vous allez voir que je vais faire émerger la notion de deuil, qui est un peu curieuse, mais je vais la mettre sur la table tout à l'heure. Et la troisième, qui est davantage industrielle, c'est-à-dire la question de la production. Alors, je vais assez vite, et ça découle un peu peut-être des évidences de ce qui était dans le rétroviseur que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau de l'excellence technologique, de ce qui se produit aujourd'hui, et probablement que dans le contrat de gestion aujourd'hui pour la RTBF, ça peut être et ça doit être pensé. Ce qui se produit dans l'excellence technologique, et la RTBF est extrêmement bonne en technologie, elle est data organisée. La RTBF a lancé une des premières Ovio, qui est une vraie plateforme d'agrégation. La RTBF est extrêmement bien organisée. Ce qui peut être intéressant pour le contrat de gestion, c'est de se poser la question d'après. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'excellence technologique, ce n'est même pas la question du data, c'est des questions peut-être plus fines. Alors, je vais en lister trois, comme ça. La première, l'excellence technologique est-elle toujours au service de l'utilisateur? Ça ne sert à rien, l'excellence technologique, s'il n'a pas en permanence l'utilisateur en cap, l'utilisateur au milieu et l'utilisateur au début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement qu'une des missions fondamentales de la RTBF, c'est l'excellence technologique au service des utilisateurs. Ça veut dire qu'en permanence, il faut, et là pour le coup c'est une leçon que Arte peut montrer, parce que c'est un cas réussi chez Arte, être en permanence en train de vérifier que les manières de distribution, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur le site web de la RTBF, peu importe le mode de distribution, on est en permanence en train de vérifier que l'utilisateur, dans la manière dont il a son expérience à la RTBF, a bien l'expérience la plus riche pour lui,
a bien l'expérience la plus ergonomique, l'expérience utilisateur qui est la plus complète. Est-ce que ça veut dire qu'on va l'enfermer dans une bulle de filtre? Non. Et là-dessus, permettez-moi peut-être d'avancer une carte Arte qui est importante. L'algorithme, c'est dans un univers de médias riches, complets et matures, c'est une des 3 voies d'accès de la distribution. C'est quoi les autres? La première, c'est donc l'algorithme, la recommandation. La deuxième, c'est, et ça restera, l'éditorial. Il faut qu'un média continue à pouvoir pousser éditorialement le contenu qu'il veut pousser, indépendamment de tout élément d'attente, de tout élément de public. Et il y a un 3e élément qui est intéressant, c'est la sérendipité. C'est-à-dire la possibilité aussi de laisser la chance au public de découvrir par hasard, dans un hasard organisé bien évidemment, des contenus qui sont mis à sa disposition. Donc au minimum 3 voies d'accès à l'intérieur. Et je termine sur le petit volet, le volet que j'appelais technologique, en mettant peut-être un focus qui peut être intéressant sur le point suivant. L'excellence technologique, ça veut peut-être dire quelque chose en Belgique qui est peu questionné. Aujourd'hui, dans le marché belge, il y a une dépendance très forte des chaînes aux telcos. C'est une dépendance qui peut être extrêmement riche, qui peut être extrêmement importante. Est-ce que pour autant, il n'est pas indispensable qu'à un moment, la distribution puisse se faire avec, certes, les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, mais aussi en explorant tous les modes de distribution qu'on appelle en OTT, que ce soit en HbbTV sur les modes de télévision, que ce soit même, quand on est même chez les distributeurs, chez les telcos, d'aller faire un peu de travail sur la qualité des applications qui s'y trouvent. Ça veut dire aussi entrer dans le détail fin de tous les modes de distribution aujourd'hui disponibles. Je vous donne un exemple chez Arte. On est en permanence en train de suivre la dernière version du système d'exploitation de l'Apple TV, la dernière version de la moindre technologie existante. Il faut en permanence être à la pointe de tous les moyens de distribution. Parce que, j'y viendrai juste après, si on peut se poser la question de la légitimité d'une idée d'un service public généraliste qui ferait tous les programmes dans tous les genres pour tous les publics, il est par contre probablement impossible de faire le deuil d'une distribution universelle. Et cette distribution universelle, elle suppose une excellence technologique, elle suppose des investissements technologiques, et c'est la grande mutation en cours dans les médias. On n'est plus dans un univers one-to-many, dans lequel on produit des contenus, on les met à disposition. On est dans un univers dans lequel le métier du média devient un métier double, produire, mais aussi distribuer avec le même professionnalisme. One-to-one, one-to-few, et d'aller chercher ces publics un par un, les uns après les autres. C'est un métier qu'en particulier la data peut organiser, et c'est clair que dans l'usage de la data, l'éthique de la data, et pas simplement la question juridique du RGPD, peut et doit être au cœur des missions d'un service public. Je vous donne un exemple extrêmement simple. Il y a, je ne dirais pas lequel, un opérateur en France qui a extrêmement travaillé de manière ingénierique. Il a travaillé sur des lois binomiales d'extrême pointe qui ont été mises en copyright, de manière à pouvoir anonymiser par une loi binomiale toutes les datas qu'il disposait. Il a pu en travailler sans qu'il soit impossible de sourcer, sans qu'il soit impossible d'identifier qui que ce soit. Il a fait de la data très utile. Il a réussi à distribuer beaucoup mieux ses programmes auprès des gens, avec une véritable éthique qui est bien au-delà du juridique. 2 points, et je termine là-dessus, puisque j'ai annoncé un point sémantique et un point industriel. Sur le point sémantique qui répond à la question « Quelle légitimité pour un service public aujourd'hui ?» Je me permets peut-être ici de suggérer 2-3 choses que je tire de l'expérience européenne, puisque je travaille avec les Allemands, les Français et tout l'environnement européen d'Arte. Une première question qu'on peut se poser, c'est, dans le contexte aujourd'hui de la légitimité, c'est quelle définition des missions de service public, mais qui dit définition dit aussi, pardon d'être philosophe, mais Spinoza l'a dit bien avant moi, toute détermination est une négation. Ça veut dire que quand on définit quelque chose, il y a des choses qu'on ne fait pas. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, à un moment, de se poser la question, c'est une question que je mets sur la table, sans la discuter davantage, du deuil de certains types de programmes et du deuil de certains types de publics. Ce n'est pas moi qui invente l'idée. Le deuil de certains publics, c'est la BBC. 25% du public, la BBC dit « je ne les atteindrai pas ». 25% des publics, la BBC, ça, c'est les couch potatoes, c'est des publics auxquels il ne sert à rien de m'adresser. Les programmes que je veux leur adresser sont en dehors de toute motivation de valeur de leur côté. Est-ce qu'il n'y a pas un deuil de public de manière à préciser des publics? Est-ce qu'il n'y a pas un deuil de certains types de programmes? Et ce n'est pas moi non plus qui l'invente. C'est ce qui se passe au Parlement allemand. On est en train de discuter de la légitimité de certains types de divertissements par rapport à d'autres pour le service public.
Alors, est-ce que pour autant, il faut concentrer les services publics, c'est l'ancien débat, sur ce que les chaînes privées ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire? Non, bien évidemment. Est-ce qu'il faut concentrer la légitimité des services publics sur l'information? Non, bien évidemment. Par contre, ça pose une question définitoire qui suppose aussi un certain nombre de deuils qui peuvent être mis sur la table. Et c'est le dernier point, et je termine avec sur la question industrielle. La question industrielle, elle était un peu cachée dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur les regroupements de producteurs qui sont en train de se produire et de la désintermédiation qui est en train de se produire entre les talents et les plateformes, dans lequel le rôle des chaînes est clairement remis en cause. Probablement que cette désintermédiation dans laquelle le rôle des agrégateurs, c'est-à-dire des chaînes, est clairement remise en cause, est clairement interrogée, eh bien, peut être saisie comme une véritable opportunité si on voit le problème complet jusqu'au bout et à sa racine, c'est-à-dire de repenser l'agrégateur, de repenser le média de service public, non pas seulement probablement comme un producteur majeur qui distribue les programmes dans un univers dans lequel il a un effet vertueux de bord, mais au contraire, comme un vecteur central, extraordinairement dynamique dans la création d'un tissu industriel autour et avec lui, donc non pas des producteurs indépendants pour un certain montant de temps en temps, mais en faire un véritable vecteur de création de tissu industriel local, que le média devienne donc un convecteur profond de toute une industrie locale, et d'autre part, et c'est le deuxième axe, que la collaboration entre services publics, et en particulier entre services publics francophones, qui aujourd'hui, il faut le dire, est relativement marginale, elle touche 2-3 programmes par an à peu près, deviennent, et la Belgique peut être très forte là-dedans comme levier, deviennent un vrai vecteur de coproduction entre services publics, et pas à la marge, mais de manière centrale, sur des volumes de programmes importants, capables d'apporter de l'audience, de la qualité en même temps. Et je termine avec un tout dernier mot, et qui est un mot d'expérience de Arte, puisque j'ai eu la chance d'y travailler déjà depuis 4 ans. Une des choses, moi, qui m'a le plus frappé chez Arte, que je vous confie, c'est l'extraordinaire attention qui est donnée au concept de qualité. J'avais jamais vu ça. Chaque programme qui est proposé à Arte, il y a 3 rédactions différentes qui l'analysent et qui sont capables de voter pour ou contre. Pour chaque programme, y compris de 52 minutes, y compris de 10 minutes, y compris de 5 minutes. Chaque programme est à la pièce. Alors, ça va évidemment dans une volumétrie qui est relativement faible, mais ça met tout de même la barre relativement haute sur un sujet qui est important, c'est qu'il y a toute une légitimité de service public, je dirais, horizontale ou sociologique, de toucher un maximum de public et de créer du lien social, comme disait Dominique Volton autrefois. Mais il y a probablement un autre axe, probablement plus vertical, en plus de cet axe horizontal, qui fait qu'en plus, ou à côté de toucher les publics, il reste qu'un service public doit les toucher avec de la qualité, du sens, de la culture, et qu'à côté donc, de ce concept un peu sociologique de toucher un maximum de public, il faut se poser la question des toucher, mais avec quoi? Voilà. Merci. Je pense que nous, à la SCAM, on est particulièrement sensible au contenu, à la fois en tant que public, mais aussi à la fois en tant que créateur et créatrice. Vous citiez Arte, c'est vrai que pour prendre des expériences qui sont partagées par mes collègues, ce triple aval, on va dire, de programmateurs est extrêmement difficile parfois pour des créateurs et des créatrices qui se retrouvent devant les guichets et devoir rejustifier les choses. Tout ça, ça pose en fait la question aussi du dialogue entre créateurs et créatrices. On y reviendra dans notre prochain atelier, mais comment on peut retrouver un dialogue avec des gens qui pensent beaucoup technique, qui pensent public, qui pensent concept, etc., qui ont leur méthode d'analyse, et puis nous qui arrivons avec notre façon de toucher le public, nos œuvres, et une difficulté de plus en plus grande en fait d'avoir un dialogue en fait sur notre propre création et sur les publics auxquels qu'on veut atteindre. Je pense que ça c'est quelque chose qui doit absolument, si on veut avoir une création forte, un ancrage local, mettre en valeur la culture ici, la culture belge, oser l'impertinence, l'audace, etc. Il faut faire confiance aux créateurs et aux créatrices qui vont amener des contenus qui vont être surprenants et pas quelque chose de cadré, en fait, je pense.
Toi, tu voulais réagir? Oui, parce que enfin, c'est intéressant ce que tu viens de dire et ce que vous venez de dire, parce que moi j'avais pas mal travaillé là-dessus il y a longtemps sur ce. Vous dites le service public, au fond, pourquoi il est là? Moi, je dirais qu'il y a deux choses. Il est en effet là pour faire quand même en partie, vous avez un peu évacué le sujet, pour faire ce que le privé ne fait pas. Ça, j'en reste quand même convaincu. Parce que le privé, moi j'ai travaillé dans un secteur privé, la CLT, RTL, moi j'ai trouvé que c'était une boîte, RTL, la radio, qui faisait vachement bien son boulot, il n'y avait rien à dire, mais c'était privé. Mais dans la logique de ce privé, j'ai trouvé une radio de grande qualité par rapport aux gens qui s'adressaient, ils le faisaient très bien. Voilà, et donc, on comprenait pourquoi France Inter était là, parce que France Inter faisait ce qu'RTL ne faisait pas, et RTL n'aurait jamais dit qu'ils allaient faire ce que faisait France Inter. Donc, le service public, c'est le miroir aussi de ce qui se passe dans le secteur privé. On ne peut pas dissocier ce que va faire un service public de quelque nature que ce soit, sans voir ce que fait le privé. Ça, moi, je crois. Et d'ailleurs, TF1 a été, de ce point de vue-là, une catastrophe, parce qu'on a coupé au service public une jambe en lui disant « Mon coco continue à marcher exactement comme avant. Il n'y a pas de problème. Et on ne te fout même pas une prothèse, et que tu continues à marcher. Ah oui, mais enfin, j'ai qu'une jambe. Ah bah ouais, avec une jambe, on peut marcher. Ça a été comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est très important, c'est la logique de l'offre et de la demande. Une des questions qui se pose dans le service public, c'est que logiquement, la pureté originelle du service public, c'est une logique de l'offre. Je ne vais pas répondre à ce que le public veut voir, je vais, moi, du haut de ma science, mon savoir, c'est un peu élitiste, attention, c'est un peu prétentieux, je vais lui dire ce qu'il faudrait qu'il voie, parce que je considère, moi, de mon point de vue, que c'est ce qu'il faut que les citoyens voient. C'est assez prétentieux, d'ailleurs. Il y a des gens que ça énerve, justement, et qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On offre au public ce qu'il a envie de voir. C'est les jeux du cirque. Bon, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sent une tendance. C'est extrêmement complexe. Je vois France Télévisions, ou Radio France, c'est plus clair, pour plein de raisons. Mais à France Télévisions, il y a un mélange, et c'est difficile d'en sortir, entre des injonctions qui sont au fond contradictoires, y compris de la tutelle. C'est, on vous file 3,5 milliards, enfin les Français d'ailleurs, non, oui, c'est les Français. Enfin, vous avez 3,5 milliards, et pour ces 3,5 milliards, il faut faire des programmes qui vont à tout le monde, qui plaisent, qui vont être populaires, qui font beaucoup d'audience, etc. On le retrouve dans le documentaire comme dans le cas. Du coup, vous avez progressivement, je ne sais pas si c'est de l'RTBF, mais des risques, au fond, d'introduire une logique de demande dans ce qui est d'abord philosophiquement une logique de l'offre. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que, et je trouve, moi, que Radio France, de ce point de vue-là, est presque exemplaire. Même si ce n'est pas toujours le cas. Mais il me semble qu'il y a dans l'offre de Radio France une offre assez, entre guillemets, courageuse de toute façon, je vais proposer ça parce que j'y crois. France Télévisions, c'est un drôle de mélange parce que la concurrence est peut-être différente, et c'est cette question des finalités qui est assez délicate. Moi, je suis moi-même assez partagé parce qu'effectivement, le risque, c'est le débat. Le risque, d'ailleurs, c'est pour ça que TF1 avait été privatisé. Le risque, c'est ah ben alors, si une chaîne publique fait grosso modo ce que le privé peut faire, alors, je privatise. C'est plus TF1. Ou alors, ah non, le service public, il se vautre dans des trucs très populaires. Alors, on va serrer la vis, on va faire une seule chaîne, mais alors, on va faire. De toute façon, c'est un peu Arte, sachant qu'en France, c'est compliqué, la cohabitation Arte-France Télévisions sur les missions même de France Télévisions, puisqu'Arte existe. Ça, c'est un point, je fais un petit passage, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que la chaîne la plus culturelle, elle n'est pas dans le service public français sous tutelle, c'est Arte qui est particulier. Mais ça, c'est important. Et le débat, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on a un débat un peu manichéen, ou bien le service public fait du populaire, mais pas forcément de mauvaise qualité, mais fait du populaire, auquel cas alors autant le vendre à monsieur machin, qui aura envie d'en faire, TF1, ou alors on fait quelque chose de plus élitiste, entre guillemets, et là, on se dit, mais on dépense beaucoup d'argent pour avoir peu d'audience, ce qui a été de temps en temps sur Arte, et heureusement qu'Arte est quand même un traité franco-allemand avec un poids politique considérable, et que d'une certaine façon, ça rend Arte intouchable. Sûrement pas, jamais personne n'est intouchable ni n'est pas mortel. Mais disons que ça protège Arte, parce que je voudrais bien voir certains hommes politiques qui font la part entre ce que coûte Arte et son audience. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile de trouver le juste équilibre. Je n'ai pas la réponse, mais voilà, c'est où est-ce que vous mettez le curseur? C'est très difficile. Mais pour compléter ce que dit Hervé, et pour revenir à la RTBF, on se pose quand même, nous, la question en tant que cinéaste, en tant que créatrice et créateur,
est-ce que la nouvelle organisation de la RTBF, qui a quand même changé la donne, parce qu'elle a été totalement réorganisée, n'est pas justement occupée à rompre cet équilibre dont tu parles, Hervé, chez nous, entre l'offre et la demande, et entre l'équilibre aussi entre ce qui est demandé et ce qui est beaucoup plus normatif, si on veut un peu caricaturer et simplifier pour parler vrai, et les projets plus singuliers, plus originaux, moins, comment dirais-je, moins contrôlables, qui rentrent moins dans l'organisation telle qu'elle est mise en avant. Et c'est cet équilibre-là que le service public aujourd'hui est obligé de mettre en place. Et pour nous, en tout cas pour certains d'entre nous, est-ce que la RTBF n'est pas occupée à le perdre aujourd'hui au profit d'un normatif qui serait relié à certains des chaînes, comme par exemple la 1, par rapport à la 3 ou par rapport à Typique. Et donc là, nous, on trouve que cette discussion-là doit avoir lieu entre la RTBF et aussi les créatrices et les créateurs. Ce n'est pas qu'une question qui est uniquement politique et uniquement sur les missions. Parce que c'est vrai, Emmanuel, tu as raison de le dire, les missions ont changé et elles ont totalement évolué. Mais cet équilibre-là, lui, il devra continuer à être discuté. Moi, je pose la question. Juste une toute petite seconde là-dessus. La question de la logique de l'offre ou la demande, elle est historique pour les services publics. Je pense qu'aujourd'hui, avec la multiplication des contenus, des plateformes, ça devient extrêmement compliqué. Moi, je ne pense pas, à titre personnel, qu'il faille abandonner une partie du public. Moi, je pense qu'il y a de très nombreuses manières de parler à des publics différents et que les chiffres montrent que la RTBF, en fait, le fait et le fait plutôt bien. Donc, en multipliant, certes, les canaux, en multipliant, effectivement, les supports, et ici, sur Insta, pour parler aux jeunes, et Typique qui va parler à tel public, et la 3 qui va parler à tel public. La question, c'est, et j'ai aucun souci à voir sur un service public les Diables Rouges ou voir The Voice, ça ne me choque pas, en fait. La question, c'est quand on arrive à faire venir ces publics-là qui ne viendraient pas forcément vers le service public, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on leur offre de plus? Qu'est-ce qu'on leur offre de mieux? Cette question-là, elle est centrale et elle va continuer à se poser, et je pense de plus en plus. Mais qu'un jeune écoute Typique, alors moi, si j'écoute Typique le matin, ça ne va pas du tout être ma tasse de thé. Par contre, toutes les heures, il y a de l'info. Et c'est une info qui est bien foutue et qui tape juste. Et donc, ça fait sens pour moi. Et là, on est dans les missions de service public. Donc, attirer des publics divers et variés en leur parlant à leur manière, avec leur code, etc., ça peut être, pour moi, c'est pas du tout un problème. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils sont là? On ne peut pas se contenter, effectivement, de faire venir les gens en diffusant Joséphine Ange Gardien, et puis c'est tout. Et puis le lendemain, il y a encore Joséphine Ange Gardien. Donc ça, c'est une question centrale. Et cette question-là est une question, effectivement, un moment d'audace, etc. Maintenant, je veux souligner ce qu'Emmanuel Tourpe a dit aussi. Vu la multiplication de ces canaux, les contenus, ils évoluent dans leur forme aussi. Effectivement, sur TikTok, on est sur du contenu qui va durer quelques secondes. Sur Insta aussi, ça va être quelques images ou quelques courts morceaux. Et donc, fatalement, cette évolution des contenus-là, elle touche aussi nos missions. Comment est-ce qu'on remplit encore ces missions sur des supports qui sont extrêmement difficiles et contraignants? Et ça touche les RTBF, mais ça touche les créateurs aussi. Et là-dessus, voilà, c'est certain que moi, à titre personnel, j'ai aucun problème à regarder un documentaire qui va durer 1h30, 2 heures, mais je pense que les générations qui suivent, on peut oublier ça. Enfin, à part une infime proportion de personnes qui iront exactement chercher ce qu'ils veulent, on les touchera pas avec ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir repenser ça aussi. J'ai pas de réponse toute faite. S'il y en avait, ce serait merveilleux, mais voilà. Et alors, un dernier point, juste que je voulais dire aussi, c'est il faut pas oublier que la RTBF, contrairement aux Français ou aux Britanniques, la RTBF, c'est un petit pousset, en fait. C'est vraiment un petit pousset. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est 4 500 000 personnes. Et donc, ça veut dire que faire ce travail d'adaptation aux nouvelles manières de s'adresser, tout en continuant à faire du lumière, etc., ça coûte beaucoup d'argent. Et qu'on on est limité dans notre échelle. Donc, c'est plus facile, je pense, quand on est plus grand, quand on a les épaules plus larges, de faire du test and learn, d'essayer des nouvelles choses. Quand on a ces limites-là, quand bien même la RTBF a une dotation qui est stable dans le temps, qui nous permet de voir venir, etc., ça complexifie fort ces missions-là aussi. Et on a ces limites-là. Les solutions, évidemment, elles vont avec travailler probablement beaucoup plus avec les Flamands, travailler beaucoup plus
avec l'univers francophone, etc. Mais on sait qu'on est dans des agendas, qu'ils soient médiatiques ou politiques, qui ne sont pas toujours les mêmes. On est dans des échelles qui ne sont pas toujours les mêmes. Hein. La RTBF, effectivement, elle est très bien perçue par l'UR, mais si on doit mettre d'accord tout autant de pays et de services publics qui ont des agendas différents, qui ont des tailles différentes, des moyens différents, des timings différents, ça reste extrêmement compliqué. C'est malheureusement la solution, enfin, c'est la seule solution, on est bien d'accord, mais c'est un travail extrêmement compliqué. C'est les challenges à venir. Peut-être un point que je peux rajouter, puisque j'ai quand même dirigé la programmation des chaînes de la RTBF pendant presque 15 ans. Il y a un point qui, pour moi, est une des racines du malentendu et qui pourrait être corrigé dans un prochain contrat de gestion, c'est qu'il existe une sorte d'abîme entre les objectifs de public, les objectifs de chaîne, la manière dont s'organise quand même un portefeuille d'offres qui a quand même un certain cadrage. On ne peut pas un jour avoir une émission de 1 heure, la semaine d'après une émission de 35 heures. Il y a un minimum de cadrage. Il y a une connaissance et une expertise des publics du côté de la RTBF. Il n'y a rien à faire. Agréger des contenus, c'est un métier. Donc le métier des chaînes, qui est quand même une expertise de public et une expertise de la manière de bien toucher les publics, la manière d'organiser les contenus, est très peu connu des producteurs de contenu. Moi, et même à Arte, j'ai souvent des gens qui me disent, ben voilà, j'ai une émission de 33 minutes que je veux faire sur le lapin jaune. Est-ce que Arte va le prendre? Je dis, ben, pour quelle case? Alors, dans ma réponse, c'est quelque chose qui est frustrant, parce qu'on peut se dire, ben non, tout contenu doit trouver sa case. Ce qui est un peu vrai. Mais de manière générale, il faut quand même que ça rentre au minimum dans un rayon, dans une case et dans une chaîne. Donc, il y a un malentendu de fond parce que, et je l'ai observé pendant 15 ans à l'RTBF, les métiers d'expertise de l'agrégateur et les métiers de production des contenus ne se parlent pas. Et il n'y a pas de plateforme de compréhension. Moi, combien de fois je suis intervenu, même parmi certains d'entre vous que je connais, où je me suis rendu compte d'un abîme entre ce qui étaient nos préoccupations au quotidien et puis vos réalités à vous. Et ce manque de pontage, là, est quelque chose de crucial à rétablir. Il y a un début de réponse en France, mais qui n'est pas encore suffisant, c'est qu'avec le service public, évidemment, on ne le fait jamais avec TF1, M6, on oublie Canal, ça n'existe pas. Voilà. Avec France Télévisions, il y a des rencontres, il faut en faire plus d'ailleurs. Delphine Arnault l'a fait, mais Flima le faisait un peu, mais des rencontres un peu fortes, 2-3 fois par an, où on dit voilà quelle va être la politique documentaire de la chaîne, voilà ce qu'on pense faire, etc. C'est-à-dire, c'est au-delà du line-up marketing dans un festival à La Rochelle ou ailleurs. Et c'est un peu formel, mais c'est très important. Et nous, notamment les auteurs, c'est encore les producteurs, quand même, tous les jours, ils ont des contacts. Les auteurs, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que ça, c'est important. Donc, il y a aussi une méthode de travail. Je ne connais pas, mais je pense que, bon, la charte qu'on va signer à France Télévisions pour mieux travailler sur les documentaires, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a des éléments qui sont vraiment l'honneur du service public que de traiter d'une certaine manière les producteurs et les auteurs comme jamais les chaînes privées ne le font. Ça fait partie du service public. Et c'est vrai qu'on a quelqu'un à France Télévisions dont le boulot est en partie dédié aux relations avec les auteurs et les producteurs, le secrétaire général adjoint, c'est son boulot. Et je pense que c'est très important, parce que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel, c'est très vrai, et je vois chez certains auteurs d'ailleurs, honnêtement, qui ne comprennent, enfin, c'est même pas qu'ils ne comprennent pas, mais ils n'ont pas envie d'essayer de comprendre ce qu'est le boulot d'éditorialiser et d'agréger des contenus. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Et il y a une incompréhension. Et quand on a discuté, parce qu'en ce moment, en France, on va le signer au FIPADOC à Biarritz, on va signer une charte de bonnes pratiques, auteurs, producteurs, France Télévisions, sur la manière à la fois de réaliser les films, d'accompagner les auteurs, etc. Pour mettre un peu de lien sur des difficultés très récurrentes. Et c'est intéressant parce que le simple fait que cette charte ait été discutée, France Télévisions, chacun a dit, on a démarré le préambule en disant, c'est quand même marrant, ah oui, il faut vraiment, c'est vachement important de dire, l'auteur, il est là pourquoi, le producteur, pourquoi il est là, il met des sous, mais pas que quand même, pas que, il n'est pas juste là pour mettre de l'argent, puis dire après, et l'auteur qui lui dit, écoute, t'es gentil, moi je fais mon film, j'ai rien à te dire. Donc, et France Télévisions. Et le simple fait d'écrire dans un préambule, voilà ce que chacune des 3 parties qui sont déterminantes pour la réalisation d'un film, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, et quels sont les moments où éventuellement il faut qu'ils se comprennent mieux. Parce que vous avez raison, à un moment donné, il y a des... Voilà,
le diffuseur a quand même de temps en temps son mot à dire, parce qu'à un moment donné, c'est quand même lui qui va dire oui, mais mon public, c'est quand même celui-là. Et ça, c'est intéressant. Ce travail de charte, de bonne pratique, de concertation au fil de l'eau, un peu structuré, me paraît être un des éléments de réponse possibles, au-delà des obligations imposées, strictement écrites juridiquement. Voilà, sortons un peu de la réglementation juridique et effectivement, organisons une concertation. Et je vois que quand on le fait, ça marche plutôt bien. Voilà, on repart dans le bon sens. C'est tout à fait une question de dialogue. En fait. Oui. Nous-mêmes, on est en demande Beaucoup. de dialogue. On a élaboré un dialogue maintenant parce qu'il y a eu des soucis au niveau de la constitution du documentaire. Donc, on commence à rencontrer des gens qu'on rencontre en fait jamais. Et donc, c'est très important pour nous d'entamer ce dialogue et de le poursuivre. Et d'avoir vraiment... Oui, on peut travailler ensemble. On va commencer à parler, n'hésitez pas à poser des questions, présentez-vous avant parce que tout le monde ne vous connaît pas. Je vais donner la parole à Jérôme Lemaire. J'avais juste une petite remarque, mais c'est pas assez. En fait, on parle de ça depuis le début. C'est quoi le service public? Et j'aimais bien comment Baptiste en parlait, c'est-à-dire, oui, attirons un public, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on lui propose? Pourquoi est-ce qu'on est là, en fait? Parce que bon, vous avez passé des perspectives épouvantables, service public, on ne peut plus mettre ça là-dedans, etc. Non, moi je pense que c'est vraiment important, et on l'a dit en introduction, c'est un outil de démocratie. C'est un outil de démocratie à un moment donné où la démocratie est clairement mise à mal. Elle est mise à mal parce qu'en fait, on a inventé des outils qui sont en train de nous surpasser, nous dépasser. C'est des ultra-forces, comme en parlait Pascal Chabot dans un de ses essais philosophiques. C'est des choses qui nous échappent et qu'on a du mal à contrôler. Je pense que le service public reste quelque chose, une sorte de main sur lequel on peut encore s'accrocher en se disant, tiens, on véhicule des valeurs, on rassemble les gens autour de quelque chose, de l'ordre du bien commun, de l'ordre, voilà. Et on investit du temps et de l'énergie autour de ça. Et par rapport à ça, je pense que c'est important effectivement de renouer le dialogue entre des gens qui peuvent maîtriser une manière plus technologique, on va dire, de maintenir ce service public avec un univers qui est en mutation, et des professionnels, des gens qui savent, qui veulent raconter des histoires, qui veulent faire part de leur vision du monde, et de pouvoir convoquer des gens autour d'un projet collectif commun, de vie ensemble, au travers de leurs œuvres. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Et je pense que il faut peut-être revenir à l'ADN et à cette discussion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai de la peine à voir. Levez vos mains si vous avez des questions par Zoom. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir sur un élément ou un autre? Ils sont très sages. Très, très sages. Je ne vois pas tout le Moi, monde. je veux bien revenir sur un sujet que Emmanuel a évoqué, qui me semble vraiment un point déterminant dans cette compréhension. C'est-à-dire, ici, on vient de l'aborder, je dirais, au plan artistique, au plan de la définition de projets individuels dans le processus de création et puis de production de diffusion. Mais je pense que le troisième point évoqué par Emmanuel est le point peut-être le plus fondamental pour les responsables publics qui ont à définir le nouveau contrat de gestion. C'est la collaboration structurante de la RTBF avec le secteur pour en faire un secteur qui se développe dans les années qui viennent. Et ça, honnêtement, ce n'est pas du tout ce qui est ressenti ces dernières années. On a plutôt eu, dans le monde professionnel, autour de la RTBF, le sentiment d'un rapport de force permanent, peu agréable, hein, je vais être franc, et pas du tout, peut-être parce qu'elle était absorbée par sa propre transformation, hein, on peut le comprendre de cette façon-là, et par des enjeux de concurrence, mais
dans un décalage justement à la fois entre son projet, RTBF, de service public, et la manière de collaborer avec et les individus et les entreprises qui l'entourent. Et je crois que les valeurs de service public, elles doivent d'abord se manifester dans ces collaborations-là, dans les collaborations avec le personnel à l'intérieur, qui vit la transformation quand même assez douloureusement dans certains cas, avec beaucoup de questions sur l'avenir, sur le sens de ce qui est fait, mais aussi bien sûr dans les relations, notamment avec les personnels, je vais dire, les plus créatifs, parce que je crois qu'on est tous d'accord pour pointer qu'un service public qui n'aura pas les contenus nécessaires, qui n'aura pas les programmes, je préfère employer moins les mots programme que les mots contenus qui sont un peu vagues, mais qui n'aura pas les talents artistiques et professionnels, parce qu'il n'aura plus ce personnel-là à l'intérieur de la structure ou dans des relations confiantes et qualitatives autour d'elle, va évidemment se trouver dans les problèmes qu'a évoqué, que plusieurs d'entre vous avaient évoqués. Et je pense que ça n'est pas une chose simple à définir dans le contrat de gestion, mais ce serait sans doute un des chapitres les plus innovants pour le futur que d'avoir quelque chose autour de la qualité et de la mise en œuvre des valeurs de service public dans la collaboration et dans la prise en compte au moment de travailler et d'utiliser les moyens publics et parapublics, parce que c'est grâce quand même à son rôle que la RTBF génère aussi les revenus publicitaires qu'elle génère. D'ailleurs, pour l'avoir vécu depuis l'origine, on avait toujours dit que les moyens publicitaires allaient servir à améliorer la qualité des programmes. Je l'ai vécu avec Robert Stéphane, je l'ai vécu avec dans les débats successifs. À quoi sert la main publicitaire si ce n'est d'enrichir l'offre et de diversifier l'offre et la qualité des programmes pour les publics? Pas pour abaisser le niveau de l'offre. Dans le paradoxe publicitaire, il y avait quelque chose comme ça. Eh bien, je pense que là, je ne sais pas comment, si on a des éléments concrets qu'on pourrait mettre dans le débat ici, sur, Hervé a parlé, je trouve ça très intéressant, d'une charte qui serait en discussion en France, peut peut-être nous donner plus d'informations. Mais je pense que ce serait la pièce centrale d'un futur pour la RTBF. Je peux revenir sur un point parce que, pardon, je ne veux pas. Non, c'est sur la question d'ailleurs du financement et de la publicité, comme Frédéric vient d'en parler, ce n'était pas exactement pour ça qu'il fallait en parler, mais je ne connais pas la situation de la répartition, du poids de la publicité à la RTBF, mais nous à la SCAM, et moi particulièrement depuis toujours, je considère qu'il aurait fallu, c'est fichu, être beaucoup plus radical. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une contradiction majeure entre la publicité et les services publics. Non pas parce que je ne crois pas du tout, contrairement, je ne suis pas paranoïaque et je pense que les intérêts privés ne sont pas toujours pervers, non pas parce que je crois immédiatement, parce que vous faites de la pub, vous allez servir la soupe à l'antenne de tous les annonceurs. Je ne suis pas du tout sûr de ça. Je dis simplement que, presque en termes de couleur d'antenne, moi je suis extrêmement frappé. Radio France a un petit peu augmenté sa pub, malheureusement, sur France Inter. Bon, pas suffisamment pour que ça pervertisse l'antenne, mais il y a une question de couleur d'antenne. Alors, c'est pas vraiment sensible à la radio, à mon avis, par rapport à la télévision. Je pense que la publicité sonore corrompt encore davantage une émission que la publicité télévisuelle, qui est mieux encadrée, il y a des écrans, je sais pas, et surtout on n'est pas aux États-Unis où c'est coupé toutes les 10 minutes. Aux États-Unis, c'est absolument impossible de regarder un programme de télévision. Mais je reviens là-dessus parce que c'est vrai que c'est un combat, à mon avis, perdu en France, et la question de la publicité vue à travers la couleur de l'antenne, c'est quelque chose qu'on évoque peu. On évoque toujours la question de la publicité comme quelque chose de pervers, de sale, de pas très propre, donc toujours cette méfiance du monde de l'argent dans un monde qui ne serait pas. Moi, c'est pas mon problème. En revanche, je trouve que sur le plan éditorial, sur le plan de la couleur, écouter Radio France, c'est pas regarder dans la journée les programmes de France Télévisions. C'est pas la même chose. Et ça, c'est peut-être un avis très personnel, mais je pense que c'est quelque chose qui est peu dit, qui aurait pu l'être. Maintenant, c'est trop tard. Hein. Ça fait 40 ans qu'il y a de la publicité. On a bien vu en France, on a essayé d'arrêter après 20 heures. Ça devient ridicule parce qu'il y a 20 minutes
ça devient ridicule cette histoire. Il y a 20 minutes de messages, sponsors, enfin, les programmes commencent à 21h15. Enfin, alors le carrefour 20h, 21h devient ridicule. Enfin, c'est comme ça. Et donc, il y a presque plus de messages à caractère promotionnel de marque qu'avant, quand il n'y avait pas la pub. Mais tout ça pour dire que c'est un peu un combat perdu, mais c'est un combat qui reste au plan éditorial intéressant. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. Maintenant, je dis ça, je pense que c'est un peu tard et que c'est un truc qui est, à mon avis, un peu fichu, mais je pense que c'est quand même un élément.